Bonsoir. La violence à Alger à moins d'un mois des premières élections législatives démocratiques. L'épreuve de force entre les islamistes et le pouvoir tourne à l'affrontement. L'armée aurait tiré sur la foule. Difficile ce soir de donner un bilan. Les islamistes parlent d'au moins 5 morts et 40 blessés, mais le gouvernement dément formellement. Correspondance sur place de RFI, Dan 16. À partir de midi, tous les commerçants ont fermé boutique et cette unanimité laisse entendre que les récalcitrants auraient été menacés et pas seulement de l'enfer. Le centre de la ville a été calme en début d'après-midi. Les cortèges qui devaient se regrouper n'ont pu le faire. Ils ont été pratiquement tous bloqués durant plusieurs heures dans les quartiers qui entourent la place du 1er mai. Néanmoins, plusieurs manifestations de plus ou moins grande importance ont sillonné la ville. Des échauffourées ont eu lieu tout l'après-midi et vers 17 h, les affrontements ont gagné le centre-ville. Selon des témoignages oraux, il y aurait le premier mort par balle de la semaine de grève générale. Il s'agirait d'un jeune islamiste intégré dans un cortège sur lequel la police aurait tiré plusieurs balles de caoutchouc. Aussitôt, les manifestants ont crié « Nous avons notre martyr, Chadli assassin ». Pour l'instant, le gouvernement, par la voix d'un de ses ministres, dément catégoriquement cette information. Selon lui, il n'y aurait eu ni mort, ni balles de caoutchouc tirées par la police. Situation très tendue en fin d'après-midi. De temps en temps, des cris de manifestants indiquent que des barrages sont forcés. On voit mal comment, dans ce contexte, la campagne électorale pourrait se dérouler. Quelles que soient les dénégations du gouvernement, on peut se demander aujourd'hui si le processus électoral a été ou non interrompu. Anne 16, Alger pour FR3. Ces affrontements arrivent après 11 jours d'un bras de fer incessant entre les militants du Front islamique du salut et le pouvoir du président Chadli. Grève générale, manifestations, occupation d'entreprises ou défilés. Comment en est-on arrivé là? Réponse avec Morad Tabouche. Il y a 11 jours, le FIS, le Front islamique du salut, choisit la fuite en avant. Abbassi Madani, le président, de plus en plus contesté à la tête de son parti, décide de lancer un mouvement de grève générale illimité. Échec sur toute la ligne, l'Algérie n'est absolument pas paralysée, le mouvement n'est pas suivi. Très vite, les leaders sont dépassés par leur base, des coups de force sont organisés comme ici à l'université de Bab Zouar, à l'est d'Alger. La tension monte, la police réplique, gaz lacrymogène, coups de matraque. Alger est quadrillé. Les islamistes ne baissent pas les bras pour autant. Chaque jour, ils organisent des marches. Le plus souvent, ces manifestations tournent mal, mais il n'y a aucun blessé. Dimanche, le président Chadli Benjedid intervient à la télévision. Il affirme « l'état de droit sera préservé ». Pas un mot en revanche sur les revendications du FIS, le parti de Madani, qui exige toujours l'abrogation des lois électorales créées selon lui par et pour le FLN, le parti au pouvoir. Il demande aussi l'organisation d'élections présidentielles. Pour le moment, le FIS envisage le boycott des élections législatives, mais le gouvernement pourrait bien, si la situation s'envenime encore, reporter cette échéance électorale. Invité du 19-20, Zoubir Souissi, directeur du quotidien algérien Le Soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'appeler votre rédaction à l'instant. Elle est occupée par les militants islamistes et vous avez des nouvelles informations qui vont apparemment vers l'appel au calme. Oui, d'abord la rédaction, c'est-à-dire que nous sommes un peu dans l'œil du cyclone. La maison de la presse est à côté de la place du 1er mai. Et c'est là l'un des lieux de rassemblement des militants du FIS. Maintenant, pour ce qui est des informations que je viens d'avoir, il paraîtrait que M. Abbassi Madani aurait appelé aux environs de 19 h à l'arrêt des hostilités. On dit même qu'il y a des voitures radio qui sont en train de circuler dans les rues d'Alger pour demander l'arrêt des hostilités, mais ce n'est pas confirmé. Alors on l'a vu depuis 15 jours, le FIS joue un peu avec le pouvoir, la provocation. Jusqu'où, à votre avis, peuvent aller les islamistes? Jusqu'où les islamistes sont en train de demander l'abrogation de la loi électorale et des élections présidentielles anticipées. Visiblement, le Front islamique du salut ne voulait pas aller aux élections législatives. Alors, il y a eu donc ce bras de fer avec le pouvoir. Mais vous êtes inquiet ce soir au vu des événements? Oui, bien sûr, c'est une situation qui est très inquiétante parce que, vous savez, ce sont des jeunes gens, ce sont des très jeunes gens et ce qui se passe est très regrettable parce que rappelez-vous les événements d'octobre 88, c'est-à-dire que c'était inconcevable que des Algériens tirent sur des Algériens. Or, hélas, bon, on parle de 4-5 morts, ce n'est pas confirmé, ce sont des sources islamiques, mais enfin, même s'il y a un mort, c'est un mort de trop. Alors, on est à moins d'un mois des élections législatives. À votre avis, est-ce que ces affrontements peuvent remettre en cause le processus de démocratisation algérienne? Ça dépend de l'ampleur qu'ils prendront, mais enfin, de toutes les façons, le discours du président Chadli a été très net. M. Chadli a dit que les élections auront lieu et que
la loi sera respectée, sera appliquée dans toute sa rigueur. Alors on vient de le voir justement, le gouvernement joue de la fermeté. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que cherchent les islamistes? Oui, mais c'est-à-dire que c'est très difficile. Jusque-là, le gouvernement a bien géré la situation, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre aussi devant des gens qui... Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grabuge dans Alger, c'est vrai que c'était des manifestations plutôt pacifiques, mais enfin, la situation avait tendance à pourrir un peu, vous comprenez. Donc, il joue sur la corde raide un peu le pouvoir. Je ne sais pas comment ça va se déboucher. Monsieur Zoubirsouissi, je vous remercie. Opération militaire d'envergure d'Israël contre les bases palestiniennes au Liban Sud. C'est l'opération la plus importante menée depuis 9 ans. 7 Palestiniens ont été tués, 16 autres blessés dans les bombardements de l'aviation israélienne. L'OLP a décidé la mobilisation générale et s'attend à une attaque plus importante encore. Joël Hazard. Jamais depuis l'invasion israélienne de 82, la région de Saïda n'avait connu de tels bombardements. Plus de 2 heures durant, les raids aériens des F-15 et Skyhawks israéliens ont secoué Saïda et ses collines avoisinantes. Objectif, les lignes de défense et les positions d'artillerie des organisations palestiniennes. Mais l'ampleur de l'opération et la configuration des positions militaires proches des habitations ont provoqué un véritable mouvement de panique. 1 millier d'élèves ont été évacués des faubourgs de Saïda. Le dernier bilan fait état de 7 morts, 16 blessés parmi les combattants palestiniens. 24 civils libanais blessés, dont 12 écoliers comme ceux-ci, atteints par des éclats. Ces raids interviennent 2 semaines après la signature du traité syro-libanais qu'Israël a dénoncé. Des mouvements de troupes de milices pro-israéliennes de l'autre côté de Sekoling, le front de Kfar Falous, laissent penser à l'OLP qu'Israël prépare une nouvelle opération d'envergure pour remettre en cause les accords entre Damas et Beyrouth. Israël de son côté laisse entendre qu'il s'agit seulement de contrer le renforcement des Fédayines à ses frontières. En France, semaine très difficile pour Édith Cresson, avec à nouveau une mobilisation sociale très importante. Et c'est dans ce contexte qu'elle entame ses premiers entretiens avec les syndicats. Marc Blondel a ouvert la séance, le secrétaire général de FO, très critique à sa sortie de Matignon. Pour lui, l'arrivée du gouvernement Cresson ne change rien. On l'écoute. Je sens qu'effectivement, Mme Cresson subit une pression qui est celle de la pression économique, c'est très clair. Sur différents points, on la sent intéressée, elle prend bien conscience de différents problèmes. Elle vient, nous avons échangé parfois des choses, mais ensuite, je sens manifestement qu'elle n'a pas de liberté de manœuvre et qu'immédiatement, dès qu'elle a une idée, on lui dit ça coûte tant. Et ça ne pourra pas durer comme ça, parce que sinon, eh bien, permettez-moi de dire la chose, pourquoi avoir changé de gouvernement ? Édith Cresson, justement, l'a affirmé en arrivant à la tête du gouvernement. Elle ne veut pas augmenter les impôts indirects et pourtant, on parle aujourd'hui d'une hausse des cotisations sociales. Pourquoi? Le trou de la sécurité sociale s'élèverait cette année à 25 milliards de francs et les mesures envisagées par le gouvernement Rocard ne combleront pas la totalité du déficit. Pourtant, ces mesures déchaînent aujourd'hui la grogne de toutes les professions de santé. Claude Guénaud. L'augmentation sur la feuille de paye des cotisations maladie serait annoncée vers la fin du mois, mais les jeux semblent déjà faits, la hausse se rapproche de 1%. En la matière, c'est le gouvernement qui tranche, ce qui a le don d'irriter le nouveau président de la caisse d'assurance maladie. Selon lui, si l'État n'avait pas tendance à charger trop la barque de la Sécu, il n'y aurait pas 13 milliards de déficit. Sur ces 13 milliards, un certain nombre de charges indues, de dettes que l'État doit à la sécurité sociale ne sont pas payées. Prends par exemple l'exemple sur la taxe sur les tabacs. Le contentieux entre la caisse d'assurance maladie, présidée par Force ouvrière, et le gouvernement est de plus en plus lourd. L'État doit 9 milliards à la caisse, affirme Marc Blondel, premier du défilé de syndicalistes à être su par Édith Cresson. Force ouvrière ne veut pas que les salariés soient les seuls à payer la hausse des cotisations. Sur sa droite, le gouvernement est aussi en difficulté face à la fronde des professions de santé. Celle-ci conteste l'ensemble du dispositif du gouvernement qui vise à fixer des limites aux dépenses. Mais aujourd'hui, devant les députés, le nouveau ministre de la Santé a maintenu le cap. La dérive financière du système, et on le voit depuis des années, conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures d'économie à répétition. La France détient, hélas, un record que je crois mondial du nombre de plans pour boucher le trou, comme on dit, de la sécurité sociale. Notre système est un système d'irresponsabilité qui engendre les gaspillages. Mais à la veille d'un nouveau plan de sauvetage de la Sécu, la rigueur demandée aux médecins et aux professions de santé aura certainement plus de mal à s'imposer que la hausse des cotisations auprès des salariés. En attendant de faire ce choix, vous l'avez vu, Jean-Louis Bianco défendait aujourd'hui à l'Assemblée nationale les mesures entamées par le gouvernement Rocard. Elles sont bien sûr destinées à réduire les dépenses de santé. Un accord a déjà été signé dans ce sens avec les biologistes. Il ne fait pas l'unanimité. Pourtant, le gouvernement veut le prendre en exemple. Reportage Agnès Molinier et Joseph Tual.
Adrien Bedossa a signé. Avec 3 autres organisations de biologistes, il croit au système proposé par le gouvernement, celui de l'enveloppe globale. Ça veut dire que la caisse d'assurance maladie ne remboursera qu'une certaine somme sur l'année. Elle sera établie par rapport aux analyses remboursées l'année précédente, avec une augmentation définie par la profession, le ministère et la sécurité sociale. Cette enveloppe sera répartie entre 16 régions, suivant leurs besoins. C'est en quelque sorte un contrat. Par définition, il ne peut pas y avoir comptablement, je dis bien comptablement, d'inflation des actes. Parce que si on fait de l'inflation d'actes, il y a diminution des tarifs. Par contre, si on ne fait pas de l'inflation d'actes, il y a augmentation des tarifs. C'est un pari qu'il faut pouvoir remporter, c'est ce que nous voulons faire. En fait, pour les patients, la variation de tarif ne se sentira pas puisque la mesure s'accompagnerait du tiers payant. C'est-à-dire que c'est la sécurité sociale qui rembourserait directement sa part du prix de l'analyse. Pour nombre de biologistes, l'application de cette mesure est inacceptable. Elle ne résout pas l'augmentation du nombre d'analyses et les pénalise. On va faire 2 fois, 3 fois plus d'actes dans le cadre d'une enveloppe globale pour le même prix. Quelle entreprise peut se permettre ça? Aucune entreprise ne peut se permettre ça. Le gouvernement envisage d'étendre le principe de l'enveloppe globale, mais chaque profession de santé est décidée à défendre ses propres intérêts. Aujourd'hui et demain, certains ferment boutique pour protester, mais la mobilisation se mesurera vraiment le 11 juin lors d'une manifestation à Paris. Le petit Johan est rentré en France. Il a quitté la secte où il avait été placé par ses parents en Inde. Reste maintenant une question juridique. Le petit garçon a-t-il été victime d'une atteinte à la liberté de l'enfant? Et cette bataille-là ne fait que commencer. De notre rédaction de Poitiers, Alain Astarita. Johan, le garçonnet de 8 ans que ses parents avaient fait scolariser dans une secte en Inde, Johan est de retour en France depuis jeudi dernier. Ce sont ses grands-parents qui ont saisi la justice en mai dernier pour obtenir le retour de l'enfant, considérant que ses conditions d'éducation en Inde étaient loin d'être satisfaisantes. Ce matin, la grand-mère de Johan n'a pas caché sa joie de voir revenir son petit-fils. Et pourtant... On a gagné une manche. Une manche, c'est pas tout gagné, hein. Parce que le petit, il dit qu'il était mieux le battre ici, hein. Il a dit, je l'ai retourné. Vous avez eu de ces nouvelles? Johan est-il sous influence? Ses grands-parents semblent le croire. Pour eux, désormais, la justice doit passer et prendre les décisions les plus adaptées à la situation de l'enfant. Le juge pour enfants a à sa disposition tout un arsenal de mesures qui vont d'un simple contrôle, d'un suivi périodique par un travailleur social, jusqu'au transfert pur et simple de l'autorité parentale. Ce sera à lui qu'il appartiendra de se prononcer. Selon certaines sources, le jeune Johan et sa mère auraient rencontré jeudi dernier le juge chargé du dossier. Aucune décision n'aurait été prise à l'issue de cet entretien. Près de 600 000 candidats au bac s'apprêtent à passer l'une des plus mauvaises nuits de leur vie. Angoisse avant l'épreuve de philo demain. Promis, on ne leur demandera pas de retenir tous les chiffres qui caractérisent cette épreuve, mais on a imposé l'examen à Anne Gouraud. Résultat, mention très bien. 598 863 au total. Le nombre de candidats au bac est en progression constante. Autre donnée encourageante, le pourcentage de reçus. Aspirants bacheliers, sachez que 73,1% de vos prédécesseurs ont décroché leur diplôme l'an dernier, du jamais vu. Cela dit, l'organisation du baccalauréat devient un mécanisme lourd, à la limite de la rupture. Tous les lycées publics sont réquisitionnés, on se rabat même sur les collèges à Paris. Même réquisition générale côté enseignants. Les professeurs de terminale troquent quasiment tous leurs cours contre la panoplie de correcteurs en juin, à charge pour eux de corriger jusqu'à 200 copies du baccalauréat. D'ailleurs, il n'y a pas un, mais des baccalauréats. 51 séries existent actuellement, auxquelles s'ajoutent toutes les options. À défaut d'être la plus cotée, la plus encombrée reste la série G, avec 115 000 inscriptions. Les matheux arrivent loin derrière les séries lettres et économiques. Autant de séries à multiplier par 6 jeux de sujets, soit un véritable casse-tête pour les enseignants qui ont dû cette année préparer au total 2500 sujets différents. Les soldats de l'opération Daguet décorés par François Mitterrand, 19 officiers et sous-officiers dont le général Roquejoffre ont été distingués ce matin lors d'une cérémonie aux Invalides, prise d'armes présidée par le chef de l'État, Pierre Babet y était. À tout seigneur, tout honneur, le patron de l'opération Daguet, le général Roquejoffre, a reçu la cravate de la Légion d'honneur des mains du président de la République. Parmi la vingtaine d'autres récipiendaires, le colonel Autier, qui a mené l'opération aéroterrestre à la tête du 1er HC, et le lieutenant-colonel Leclerc, blessé au pied lors des opérations d'As-Salman. Après cette remise de décoration, des unités des 3 armées ont défilé devant le président de la République.
Défilé fermé comme de coutume par le pas lent et le boudin de la Légion étrangère, après un survol de Jaguar au-dessus des Invalides, et cette fois-ci, la presse a été autorisée à révéler qu'ils étaient 4. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, couverts par notre réseau de stations régionales. Commentaire Caroline Sins. Alain Prieur, cascadeur professionnel, est mort en fin de matinée lors d'une cascade aérienne à la mode du Caire. Âgé de 42 ans, Alain Prieur s'est écrasé au sol alors qu'il devait s'extraire sans parachute d'un planeur pour en rejoindre un autre au bout d'une corde. Alain Prieur était recordman du monde de saut à moto. Coup de filet de la police dans l'organisation séparatiste basque espagnole ETA Militaire. Hier soir, 2 militants espagnols et 5 autres personnes ont été interpellées dans les Pyrénées-Atlantiques. 5 sont toujours en garde à vue. Un pistolet automatique, des faux papiers et des documents de l'ETA ont été saisis. Les pilotes et mécaniciens de Canadair sont en grève depuis aujourd'hui à Marignane. Le problème, les salaires trop bas, entraînant une désaffection du personnel. La grève doit durer 10 jours, mais si un incendie important se déclarait, les Canadair répondraient présents. Les recherches se poursuivent au large de Dunkerque pour retrouver d'éventuels survivants après le naufrage hier du bateau de pêche Rémi Martin. Bilan provisoire, un mort, le patron du bateau, les 4 autres passagers sont portés disparus. Ce soir, il n'y a presque plus d'espoir de les retrouver vivants. Le volcan du mont Unzen continue ce soir de cracher des cendres, des gaz et des blocs de rochers, des explosions qui gênent considérablement le travail des secouristes. Selon le dernier bilan, 32 personnes sont mortes, mais beaucoup sont encore portées disparues. Parmi eux, le couple de volcanologues français, Maurice et Katia Kraft. Dominique Dumas. Aujourd'hui encore, une deuxième explosion et de petites secousses sismiques ont entravé le travail des secouristes japonais. La nuée ardente qui a dévalé hier à 200 km à l'heure les pentes du mont Uzen dans l'île de Kyushu aurait fait, selon les derniers bilans, 32 morts. 31 personnes demeurent toujours disparues, parmi elles les volcanologues français Katia et Maurice Kraft, qui ont pendant 25 ans voué leur vie au volcan en connaissant les risques de leur passion. Maurice Kraft lui-même le reconnaissait il y a quelques mois devant nos caméras. J'avoue qu'il y a toutes les chances pour que je finisse déchiqueté, carbonisé dans une nuée ardente. Donc dans quelque chose de chaud, 300-400 degrés, qui viendrait sur moi à 300 km à l'heure. Normalement, si je fais bien mon métier jusqu'au bout, ça devrait se terminer comme ça. Le mont Uzen, d'une altitude de 1400 mètres, avait il y a 2 siècles causé la mort de 15 000 personnes. Le Japon surveille en permanence une vingtaine de volcans dangereux sur les 250 que compte l'archipel. Certains peuvent se réveiller même après plusieurs millénaires de sommeil. Pour l'instant, au pied du mont Uzen, les secours s'organisent. 5000 personnes ont dû être évacuées. Même si de petites éruptions avaient été constatées en février et en mai dernier, les volcans sont hélas scientifiquement imprévisibles. Tennis, c'est fini pour les Français. Nathalie Tauzier a été éliminée par Steffi Graf cet après-midi à Roland-Garros, défaite en 2-7. De son côté, le jeune américain Michael Chang a été battu en 3-7 par Boris Becker. Chang n'a pas pu résister une seconde face aux attaques de l'Allemand. Résumé de la journée, Alain Dorgans. Jacob Lasek s'autocritique. Que suis-je venu faire en quart de finale à Roland-Garros, semble s'interroger le Suisse. En face, André Agassi, le boulimique des victoires, se veut expéditif, variant ses coups afin de faire courir son adversaire pour mieux le surprendre. Bien lui en prie, car Lasek éreinté s'est cantonné dans un rôle de figurant. Le Suisse finira par abdiquer en 3-7, 6-3, 6-1, 6-1. André Agassi poursuit sa marche triomphale vers son premier succès d'un tournoi du Grand Chelem. Boris Becker et Michael Chang sur un même cours, c'est l'antinomie de comportement, l'opposition de style, mais la réunion de deux écoles sur un dénominateur commun, la classe, mais à des degrés différents. Si Chang a la réputation d'être un mystificateur, Boris Becker est le joueur le plus rapide du circuit avec Edberg. Chang l'apprend à ses dépens. Puis Boris Becker améliore au fil des matchs son approche jusque-là douloureuse de la terre battue. L'Allemand souverain n'a pas forcé son talent. Au sommet de son art, Becker entretient par moments un dialogue de plénitude avec sa raquette et avec le public.
Vainqueur en 3-7, 6-4, 6-4, 6-2, Becker, le maître, a renvoyé l'élève à ses études. Boris Becker s'ouvre progressivement les portes de la finale. Dernière représentante du tennis français en quart de finale à Roland-Garros, Nathalie Tauziat n'a pu réaliser le miracle et Steffi Graf s'impose en 2-7, 6-3, 6-2. Et puis en marge des cours, il y a aussi des combines. À Roland-Garros, il y avait le marché noir des billets, on connaissait. Il y a maintenant les collectionneurs de pins qui hantent le village. Reportage de Didier Chaumont. Mais qu'est-ce qui peut bien faire courir les inconditionnels de Roland-Garros? Dans ce temple du tennis, la Pins Mania provoque une sorte d'hystérie collective. Tous les regards convergent désormais vers la fameuse boutonnière. Le Pins est sur tous les revers, sur toutes les lèvres, un objet très convoité qui irrite les uns ou bien encore passionne les autres. Ce qui est amusant, c'est les échanges, justement, rencontrer des gens, dialoguer, le truc, celui qui vendra son truc contre un autre Pins, machin. Les Pins, c'est vachement beau et puis c'est marrant à collectionner, quoi. Je trouve que c'est ridicule de parler de valeur marchande, parce que quand on voit la spéculation qui a été faite les 2 premiers jours par certaines personnes, je trouve ça lamentable. Une colère des collectionneurs justifiée par l'entrée en scène des dealers. À l'ouverture du tournoi, tout le stock de pins Roland-Garros a été acheté par des spéculateurs. Résultat, flambée des prix sur la place des Mousquetaires. Le plus coté actuellement sur le marché, le pins du centenaire, acheté 50 francs l'unité, il peut être revendu de 2 à 3 000 francs. Au hit parade des pièces rares, on trouve également le Lacoste. Le trophée Roland-Garros, un phénomène qui inquiète les responsables du tournoi. On respecte les collectionneurs de timbres, on respecte les collectionneurs de vieilles voitures, pourquoi pas ceux de pins. Par contre, c'est vrai qu'un certain nombre de gens ont des comportements qui sont, je dirais, malsains, qui font du négoce, et comme Roland-Garros est un endroit privé, le négoce y est interdit, donc ces personnes, on leur demande gentiment de sortir du stade. Le Pins est-il en passe de supplanter la petite balle jaune? N'allons pas si vite en besogne. Les Pins maniaques risquent fort en tout cas de se faire épingler au feu des enchères. Retour sur les cours, le temps de vous dire que Monica Seles vient tout juste de gagner son match face à Marie-Jo Fernandez. Elle est donc qualifiée pour les demi-finales du tournoi de Roland-Garros. Tout de suite, et pour terminer ce journal, les pronostics de Monsieur Courtine. Ah non, pardon, les résultats du tiercé. Il fallait jouer le 8, le 9 et le 10, qui rapportent dans l'ordre 7 029 francs, dans un ordre différent 1 400 francs. Et le quartet plus 8, 9, 10, 17 dans l'ordre 100 467 francs 20 et dans un ordre différent 12 558 francs 40. Le quintet plus encore 8, 9, 10, 17 et 3 qui rapporte 2 87 821 francs et dans un ordre différent 12 415 francs. Voilà, vous savez tout. Fin de ce 19-20. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret. Demain 19h. Bonsoir.